Bonsoir tout le monde, merci d'être avec nous ce soir pour notre dernière conférence de notre saison des grands communicateurs, organisée conjointement par l'ATELUC et la Toile des communicateurs. Alors je salue tout le monde dans la salle, les gens qui nous regardent sur Internet aussi. Je sais qu'on a quelqu'un qui est en Haïti en ce moment, alors on salue jusque là-bas. Merci de nous suivre d'aussi loin. Je vais commencer par une bonne nouvelle, c'est que les grands communicateurs, on sera de retour la saison prochaine, dès le mois de septembre. On repart pour toute une série de 8 ou 9 conférences qui vont nous emmener jusqu'au mois de mai 2011. Je vais vous présenter quelques-uns des conférenciers qu'on va avoir, parce que ça en vaut la peine. On a vraiment un beau calendrier qui s'en vient. Ça va commencer dès le 29 septembre avec Christiane Bourbonnais. Christiane Bourbonnais, c'est vraiment une experte dans les stratégies de marque au Québec. On lui doit notamment tous les positionnements de Bell avec Monsieur B pour les plus anciens et les positionnements, par exemple, de la marque Fido. C'est aussi son œuvre. Nous aurons aussi en octobre Anne-Marie Gingras. Anne-Marie Gingras est professeure titulaire au département de sciences politiques à l'Université Laval. Elle nous parlera de communication et démocratie. Je pense qu'elle a écrit plusieurs ouvrages sur ce sujet-là. Le 24 novembre, nous aurons M. Samuel Parent, qui est un spécialiste du marketing interactif et des sites web de marketing interactif. Le 15 décembre, nous aurons une psychologue parmi nous, Anne-Marie Sergerie. Et pourquoi est-ce qu'elle sera dans les grands communicateurs? C'est parce qu'elle viendra nous parler de cyberdépendance, problème qui peut affecter parfois quelques personnes. En janvier, nous aurons Daniel Thibault. Pour ceux qui ne connaissent pas Daniel Thibault, M. Thibault, c'est un des auteurs de la série télévisée Mirador, qui dépeignait le milieu un peu particulier des agences de relations publiques. Le 23 février, nous aurons Benoît Gignac, qui nous parlera de communication politique. Alors, Benoît Gignac, lui, il a été en charge de plusieurs services de communication dans à peu près tous les paliers de gouvernement au Québec, municipal, provincial. Et on lui doit aussi notamment récemment une biographie du maire Jean Drapeau. Donc, si vous voulez tout savoir sur les arcanes de la communication politique, ça sera à ne pas manquer. Le 27 avril, on changera de média, on parlera d'hebdomadaire cette fois. Les hebdos sont toujours présents, même aujourd'hui. Et ça sera le directeur général d'Hebdo-Québec, M. Gilbert Paquette, qui nous en parlera. Hebdo-Québec, c'est à peu près un groupement de 150 hebdomadaires. Et la saison se terminera le 25 mai avec Sylvain Carle, qui est un blogueur assez connu. Son blog s'appelle A Frog in the Valley. Et tout récemment, je pense hier ou avant-hier, le journal La Presse l'a classé parmi les personnes les plus influentes de la communauté web 2.0. On est d'actualité pour ça. Si vous voulez connaître les détails de ces conférences-là, les dates, les périodes d'inscription, être rappelé de quand est-ce qu'il faut s'inscrire, le plus simple, c'est d'aller sur notre site web, toile.coop. Vous pourrez vous inscrire à notre lettre d'information. Vous pourrez prendre connaissance de tout ça. On est aussi présent sur tous les médias sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn. Dans ces médias-là, vous serez aussi avisé des événements qui s'en viennent. Alors, ça, c'est pour l'année prochaine. Pour ce soir, quelques petits points de logistique. La conférence va durer environ 45 minutes à 1 heure, puis sera suivie d'une période de questions. Le tout, on table à peu près pour 1h30. Dans la salle, on vous a remis un questionnaire d'évaluation. Les gens qui nous suivent sur Internet aussi pourront compléter à la fin de la conférence. Donc, c'est important, nous, d'avoir vos commentaires sur ces conférences-là. Si vous avez des sujets de conférenciers, des sujets que vous voulez voir abordés dans des prochaines saisons, je vous en parle, on est très ouvert. Je vous invite aussi à inscrire votre adresse de courriel sur le même questionnaire pour être tenu au courant de nos activités. Alors ce soir, on est très heureux de voir Steve Proulx, plutôt même de le revoir, parce que Steve était vraiment de l'aventure du tout départ de la Toile des communicateurs il y a plusieurs années. Donc il était vraiment de l'équipe de départ de ça. Depuis, on a cheminé un peu en parallèle, je dirais. Puis on est bien content de le revoir avec nous ce soir. Steve est chroniqueur, journaliste indépendant depuis les années 2000. On le lit, on le voit et on l'écoute à la radio, à la télé, dans la presse écrite. Chaque semaine, par exemple, sa chronique Angle mort, dans l'aide au voir. Dans les magazines, on a pu lire de nombreux reportages de lui, que ce soit dans Le Québec, l'Actualité, Affaires, Affaires Plus, Le 30, Job Boom, Urbania. Il a d'ailleurs été rédacteur en chef de Urbania jusqu'en 2007 et il a remporté le prix du numéro thématique de l'année au Grand Prix des magazines du Québec. Jusqu'à tout récemment, Steve était aussi rédacteur en chef du magazine Le 30 destiné à la télévision. On peut le voir chroniquer à l'émission La Vie en Vert sur Télé-Québec sur les problèmes environnementaux.
à la radio. On l'a entendu à Radio-Canada, par exemple, autour de pistes où je l'ai vu à la radio. Et c'est aussi un auteur de plusieurs livres, par exemple Boycott, Les saisons du parc Belmont, l'opération Passepartout, et plus récemment, 2 premiers tomes d'une série jeunesse qui s'appelle Le Cratère. Parler pour aujourd'hui, je vais laisser la parole à notre invité. S'il vous plaît, monsieur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ouais, un journaliste indépendant, ça a un CV qui est un peu touffu et ça va un peu dans toutes les directions. Principalement, ce que je fais, moi, en ce moment, c'est ça. C'est La vie en vert et Voir, et j'ai classé les 2 images en proportion de salaire que ça me donne dans l'année. Donc, La vie en vert me paye beaucoup plus que Voir, mais les gens me connaissent beaucoup à cause de ma chronique au Voir. Mais principalement, ce que je fais en ce moment, c'est ça. Et j'écris aussi des romans jeunesse. Je suis moins journaliste indépendant que je l'étais quand on m'a demandé de venir faire cette conférence il y a maintenant, 1 an. J'ai un peu délaissé le journalisme indépendant pour un temps. Je vais y revenir. Des fois, je fais des piges encore, mais moins qu'avant. Il est arrivé des années où j'étais vraiment partout, je pigeais beaucoup. Là, on me voit un peu moins. Parce que je fais autre chose, je me consacre beaucoup à mes romans pour jeunes en ce moment. Donc, voilà. Contrairement à plusieurs journalistes qui sont indépendants, moi je dis journaliste indépendant, il y en a qui disent pigiste, moi je trouve que il y a un côté péjoratif à ça, ça fait comme piger, tu sais, on pige, j'aime pas ce mot-là. Je dis journaliste indépendant. Moi, c'est un choix que j'ai fait dans ma vie de devenir journaliste indépendant et de ne pas être journaliste salarié. C'est un choix de qualité de vie, tout simplement, parce que, d'abord, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Moi, dans ma famille, des exemples de gens qui sont employés, j'en connais pas beaucoup. C'est des employeurs, qui sont des PME, des petites entreprises, qui sont leurs propres patrons. Donc, c'était normal pour moi d'aller dans cette voie-là. J'ai déjà essayé de travailler dans des boîtes et je ne fonctionnais pas bien. Quand je n'ai pas l'espèce de contrôle sur... Je ne peux pas dire que je suis un control freak, là, mais quand je n'ai pas un sentiment d'appartenance très fort avec le travail que je fais, je décroche, je perds ma motivation. Il y en a qui sont comme moi, qui sont journalistes indépendants, qui ont choisi ce métier-là, et je pense que c'est la bonne façon d'arriver et de devenir journaliste indépendant. Quand on lit par dépit, en attendant une job à la presse ou au Devoir ou de Montréal, je ne sais pas si on peut parler de ça, mais enfin bref, en attendant une job, forcément, on est malheureux comme journaliste indépendant. J'ai aussi l'impression, en tant que journaliste indépendant, que ma carrière avance plus vite. J'ai fait un paquet de choses. Bon, ça fait 10 ans que j'ai commencé? Quand j'ai commencé, en fait, c'était à la Toile des communicateurs ici. Au début, je faisais une espèce de revue de presse, un bulletin qui était envoyé aux membres et le concentré de presse. Et ça a eu un petit succès, tu sais, dans la communauté des communicateurs qui étaient dans la Toile à l'époque. Mais c'est drôle de voir à quel point ça a changé, par contre, parce que à l'époque, je trouvais quelque chose sur le web, puis je me disais, je vais regarder ça pour ma revue de presse à la fin de la semaine. Aujourd'hui, oublie ça. Là. Quelque chose que tu trouves sur le web qui est intéressant, 20 minutes plus tard, tout le monde en a entendu parler. Fait que des trucs comme ça, ça ne fonctionne pas. Je dois reculer. Voilà. Donc, j'ai commencé ici à la Toile des communicateurs. Je faisais des petites piges tranquillement. Et chemin faisant, j'ai fait beaucoup de choses en 10 ans. J'ai travaillé sur à peu près toutes les plateformes, que ce soit la radio, le web, les magazines, beaucoup, un peu les journaux, un peu les hebdomadaires, beaucoup avec Le Voir. La télé, j'ai fait de la télé, j'ai fait, La vie en vert, j'ai aussi été de l'autre côté de la caméra avec, j'ai été recherchiste pour les francs-tireurs, donc j'ai fait beaucoup de choses et j'ai écrit des livres. Ça, c'est ce que je fais en ce moment, écrire des livres. J'ai publié ça dans ma vie en ce moment, un livre sur le parc Belmont, qui est, je dirais, mon livre préféré, là, qui est sur l'histoire du parc Belmont. Je passais un bon 2 ans là-dessus. Et mes romans jeunesse, donc il y en a 4 tomes en ce moment qui sont sortis. Donc, j'ai touché à plusieurs plateformes, ce qui fait que j'ai un CV qui n'a absolument aucun bon sens. Quand je présente ça à quelqu'un, ils me disent « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Je veux dire, c'est un peu touffu. J'ai été rédacteur en chef aussi de 2 magazines. Mais en même temps, c'est intéressant parce que j'ai été nourri pendant 10 ans de toutes ces expériences-là, de toutes ces équipes-là, parce que j'ai rencontré un paquet de gens.
paquet de rédacteurs en chef, d'équipes télévisées, ou un paquet de monde, en fait, dans le milieu. J'ai fait un paquet de choses et ça m'a nourri. Beaucoup, beaucoup. Moi, je trouve qu'en 10 ans, j'ai vraiment une carrière qui est riche. Je suis assez content de ce que j'ai fait. C'est sûr que je n'aurais pas été aussi fier si j'avais eu les 10 dernières années, j'avais travaillé à la presse. Je sais pas. Moi, personnellement, j'aime mieux avoir des choses, j'aime mieux avoir une carrière foisonnante comme ça. Et c'est ce que le journalisme indépendant permet. Comparer le journaliste indépendant à un journaliste salarié, souvent on les compare, ces deux-là, je pense que c'est une erreur. Pour moi, un journaliste indépendant, sa carrière, sa vie ressemble plus à un comédien. Pour illustrer tout ça. Hein? Bon. Pourquoi ça ressemble plus à un comédien? Parce qu'un journaliste indépendant, un comédien, sa job dans la vie, c'est de se trouver des rôles. Hein? Il passe des auditions, il se trouve des rôles, il en décroche certains, il en décroche pas d'autres. Bon, c'est toujours gagnant. Un journaliste indépendant, c'est la même chose. Sa vie, c'est se trouver des piges. C'est regarder ce qui se passe, c'est regarder les ouvertures qu'il y a un peu partout, et c'est dire, OK, moi, je pense que je fitterais là. J'irais peut-être écrire dans ce magazine-là ou écrire dans cet hebdo-là, ou j'ai une idée de texte, je pourrais aller le proposer. Donc, c'est un autre état d'esprit complètement que le journaliste salarié qui rentre le matin de 9 à 5, fait sa job, il y a des et puis il fait ses affaires. Pas du tout la même chose. C'est vraiment un peu comme un journaliste qui se trouve des rôles. Il y a certaines piges qu'on fait qui sont purement alimentaires. Il y a des grosses piges, il y a des petites piges. Il y a des piges qui te collent à la peau. Moi, pendant quelques années, j'étais un journaliste techno. Là, tout le monde, j'étais un peu comme, j'étais le passe-partout du journaliste techno. Là. Personne ne me voyait dans un autre rôle que ça. Hein, on me dit, Steve Proulx, lui, il écrit des affaires sur des gadgets. Et ça m'a pris du temps à me décoller de cette image-là, parce qu'on m'appelait juste pour écrire des affaires sur des gadgets, puis un bon moment donné, j'en ai eu là. Je suis capable de voir un gadget. Aujourd'hui, j'ai un vieux cellulaire qui date de 3 ans, puis je ne veux pas rien savoir des iPhones et toutes ces cochonneries-là, ça ne m'intéresse pas. J'ai eu mon quota. Mais ça me collait à la peau. Même chose pour les journalistes, donc même chose pour les comédiens aussi. Certains comédiens qui ont des rôles qui leur collent à la peau pendant très longtemps. C'est très difficile de s'en débarrasser. On doit s'adapter à chacun de ces rôles-là. Moi, quand j'écris pour Elle Québec, ce n'est pas le même mood que quand j'écris pour Affaires Plus. Ce n'est pas la même ambiance, ce n'est pas la même personne, je n'écris pas de la même façon non plus. Ceux qui lisent mes chroniques dans Le Voir vont être surpris quand ils vont lire mes textes dans le journal Les Affaires. C'est deux mondes complètement différents et je change de style et je suis caméléon comme ça. Encore là, mes textes que j'ai publiés dans Urbania et mes romans jeunesse, c'est deux mondes très différents aussi. Donc, on doit s'adapter à tous nos rôles comme ça. Si tu n'aimes pas ça, trouver des rôles dans la vie, si tu n'aimes pas ça, trouver des piges, fais pas du journaliste indépendant parce que c'est 50% de ta job quasiment. Aujourd'hui, je passe moins de temps à trouver des piges qu'au début de ma carrière parce que, bon, je suis chanceux, on m'appelle. Je n'ai pas besoin de trouver des piges, mais j'en trouve encore. J'essaie toujours de développer de nouveaux projets et ça prend beaucoup de temps. Et si tu n'aimes pas ça, faire ça, si tu as peur de prendre le téléphone puis de proposer des textes, si tu as peur d'inventer des idées de sujets puis de les proposer puis de te demander qui pourrait acheter ce reportage-là, la pige n'est pas un domaine pour toi parce que tu vas être très malheureux, encore une fois. Parce que ça occupe beaucoup de notre rôle. Au Québec, il y a peu de comédiens qui ont le luxe de refuser un rôle. Même chose pour les pigistes. C'est une réalité. Il y a beaucoup de pigistes. Il n'y a pas beaucoup de piges. Et quand quelqu'un t'appelle, rarement tu peux refuser. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas te faire rappeler une autre fois. Moi, dans mon cas, je refuse quand c'est bénévole. Curieusement, il y a un paquet de magazines au Québec qui « Ah, non, nous, on ne paye pas nos gens. La visibilité. » Ça, là, moi, au début de ma carrière, là, des magazines qui voulaient m'offrir de la visibilité, j'en avais plein. Ou ils nous offrent 50 $ le feuillet. 50 $ le feuillet, dans mon livre à moi, t'es mieux de prendre cet argent-là et de développer d'autres projets. Ne perds pas ton temps avec une pige comme ça. C'est-à-dire, le temps que tu vas investir à développer des projets plus payants va compenser largement pour les piges de 50 $. Moi, j'ai eu un boom dans ma carrière quand j'ai commencé à refuser les piges de 50 $. Moi, c'est 100 $. Si tu ne payes pas 100 $, ben, tu vas aller voir ailleurs.
Et j'ai commencé à faire un peu d'argent avec ça et à pouvoir vivre de ma pige. Avant ça, je faisais des piges à 50 $, beaucoup pour le magazine Séjour. J'en faisais, j'écrivais des textes, ça ne finissait plus. Je n'arrivais jamais à la fin de mon mois et j'étais exténué. Parce que, bon, maintenant, écrire un texte, tu ne peux pas en aligner dans ta semaine comme ça. Là, je veux dire, on est humain. Et donc, c'est ça. Moi, c'est les deux seules raisons pour lesquelles je refuse un rôle ou quand je ne peux pas remplir la commande parce que je suis trop occupé. Mais ça, c'est un beau problème. Et d'ailleurs, ça m'amène à dire que c'est un peu l'objectif général d'une carrière à la pige, c'est un peu d'augmenter sa valeur sur le marché. Moi, le but d'un comédien, on s'entend, c'est de devenir, disons, Michel Côté. Okay? Fabienne Larouche, elle n'appellera pas Michel Côté pour le faire jouer dans Virginie. On s'entend? Michel Côté a une valeur sur le marché qui est importante. Est-ce qu'il est meilleur comédien que plein d'autres comédiens? Je ne sais pas. Mais lui, il connaît sa valeur, Michel Côté. C'est un très bon comédien, mais je pense qu'il y en a d'autres, d'aussi bons que lui. Sauf que lui, Michel Côté, connaît sa valeur et il a mis ses limites à un bon moment donné. Et c'est ça le but de la pige aussi, éventuellement dans ta carrière à la pige, c'est d'augmenter ta valeur sur le marché. C'est de faire en sorte que lui, Steve Proulx, on ne l'appellera pas pour des niaiseries. On va l'appeler pour des affaires qui sont significatives et parce qu'il y a une certaine valeur, un certain standing. On parle ici de marketing personnel, hein, c'est très à la mode ce mot-là. Comme journaliste indépendant, c'est super important, le marketing personnel. Il faut que les gens sachent t'es qui. Il faut qu'ils connaissent aussi un peu ta valeur sur le marché. Récemment, il y a eu une grosse vague. Le magazine La Semaine a appelé plein de pigistes. Je suis content, ils ne m'ont pas appelé. Je suis bien content. Parce que les autres, ils payent 50$ le feuillet pour faire une entrevue avec Guillaume Le Métivier. Je vais en parler plus tard. Mais ça m'a donné une indication que, pourtant, je suis assez connu. Je veux dire, il aurait dû m'appeler. Culturel un peu. J'aurais dû être. Mais ils ne m'ont pas appelé. Ils ont jugé que Steve Proulx ne fait pas ça. J'étais content. Peut-être que ma valeur sur le marché a augmenté un petit peu. Il y a 5-6 ans, ils m'auraient peut-être appelé. Donc, le travail que j'ai fait dans les dernières années, c'est d'augmenter un petit peu ma valeur sur le marché. Ça, c'est quelque chose de super important dans le domaine de la pige. Et dans le domaine des comédiens aussi, si on veut un jour quitter Virginie. Tous les comédiens ne sont pas Guillaume Le Métivier-Vierge. Où j'en viens avec ça, c'est que, bon, Guillaume Le Métivier-Vierge, on le voit beaucoup. Hein? Il joue dans tous les films, il joue un peu à la télé, on le voit dans les talk shows. Il est omniprésent hein, dans la sphère médiatique, culturelle québécoise. Il y a des pigistes aussi qui sont comme ça. Je pourrais nommer un nom comme ça. Mettons Richard Martineau. Tu sais. C'est un pigiste. Il est peut-être l'équivalent de Guillaume Le Métivier-Vierge. Mais ils sont assez rares, les Richard Martineau ou les Guillaume Le Métivier-Vierge. Pourquoi je vous parle de Guillaume Le Métivier-Vierge? C'est que lui, dans sa vie, il y a peut-être 10-15 ans, on a à peu près le même âge, il a fait des disques de danse acrobatie. Il a fait des chansons, il a fait des spectacles. C'était très, très, très mauvais. Mais quand je lui ai parlé, parce que je l'ai déjà interviewé, puis je lui avais posé cette question-là, j'ai dit « Pourquoi tu as fait ça? » C'est comme, tu as joué dans le matou, puis là, tu fais de l'acrobatie, musique, c'était... Pourquoi tu as fait ça? Il m'a dit « J'ai fait ça parce que ça m'a permis de remplir mes creux. Et ça m'a permis de durer. Pendant ces 3-4 années-là où est-ce qu'il a fait ça, c'était un échec complet, ça lui a quand même permis de garder un petit salaire pour garder un pied dans ce métier-là. Et s'il n'avait pas fait ses disques de danse acrobatie, peut-être qu'à cette époque-là, Guillaume Le Métivier-Vierge aurait été suivre un DEC en comptabilité, puis on l'aurait retrouvé dans un bureau au centre-ville à faire un job de bureau. Et il ne serait peut-être pas devenu le Guillaume Le Métivier-Vierge qu'on voit aujourd'hui, parce qu'il y a eu une longue période dans sa vie où on ne le voyait pratiquement plus, où il essayait toutes sortes d'affaires. Il a essayé ces choses-là pour durer. Un journaliste indépendant, c'est la même chose. Commencer en journalisme à la pige, c'est facile. On décroche tout de suite des piges, ça va bien. Durer, c'est plus difficile. Durer longtemps, moi, ça fait 10 ans que je fais ça, et déjà, j'ai vu beaucoup de mes collègues qui ont abandonné, qui ont changé de métier, qui ont changé de branche complètement. Durer longtemps, c'est encore plus difficile. Il faut remplir nos creux. Lui, ce qu'il a fait, Guillaume Le Métivier-Vierge, pour remplir ses creux, c'est qu'il a provoqué des choses dans sa vie. Il a produit lui-même des disques, il a produit lui-même de la musique, il a fait autre chose aussi que j'avais noté. Excusez-moi. Enfin, bref. J'ai fait toutes sortes de choses pour durer. Et j'ai fait la même chose un peu moi aussi. Quand j'ai eu des creux, j'ai commencé à écrire des livres.
Et ça a été le cas avec le Parc Belmont, que ça m'a pris à peu près 2 ans à écrire ce livre-là. Et ça a été une belle, belle expérience, parce que moi, je n'étais jamais allé au Parc Belmont de ma vie. Je ne sais pas s'il y a des personnes un peu plus âgées ici qui ont connu ça, certainement, le Parc Belmont. Moi, je n'ai pas connu ça du tout. J'avais juste une passion pour les parcs d'attractions. Et donc, j'ai commencé à fouiller là-dessus. C'était vraiment pour combler mes creux. Quand j'avais rien à faire, je travaillais sur mon livre du Parc Belmont. Ça m'a pris 2 ans à l'écrire. Et en ce moment, ça a été je dirais, mon plus gros succès en librairie, ça a été ça. Ça a été ce qui m'a fait connaître beaucoup. J'ai fait beaucoup, beaucoup de médias pour le Parc Belmont parce que ce sujet-là a captivé beaucoup de gens. Je me suis retrouvé dans les palmarès de meilleures ventes, etc. J'ai augmenté ma valeur sur le marché en remplissant mes creux comme ça et ça m'a permis de durer. Parce qu'à l'époque, je ne faisais pas assez de piges pour gagner ma vie puis bien la gagner. J'étais assez pauvre et j'aurais peut-être décroché, j'aurais peut-être abandonné la pige si je n'avais pas eu cette bouée-là qui a été mon livre sur le Parc Belmont. Et ensuite, il a découlé plein d'autres choses. Tout ça pour dire que les journalistes indépendants qui ne provoquent rien dans leur carrière, qui s'assoient sur leur beigne et qui attendent que le téléphone sonne, il y en a plusieurs, vont gagner 10 000 $ encore dans 5 ans par année. Et voilà, il faut vraiment provoquer des choses. Souvent, proposer des articles, proposer des chroniques. Un autre exemple, ma chronique « Angle mort dans le Voir ». Souvent, les gens me demandent comment ça se fait que tu as une chronique dans le Voir. Comment on fait pour avoir une chronique dans le Voir? Je suis, depuis Richard Martineau, le seul du Voir qui est Voir native, c'est-à-dire que moi, j'ai grandi au Voir. Je ne suis pas quelqu'un qui vient de l'extérieur, comme par exemple José Legault a fait sa carrière un peu avant, puis ils l'ont appelé au Voir. Moi, j'ai commencé à faire des chroniques au Voir. Et je n'ai jamais arrêté depuis. Ça fait depuis 2004 que je fais une chronique toutes les semaines dans le Voir. Et je l'ai provoqué, cette chronique-là. C'est quand il y a eu, à l'époque, c'était qu'il y avait une chronique sur les médias qui était faite par Frédéric Boudreau, qui avait plein de chroniques sur toutes sortes de sujets dans le Voir. Bon, à un moment donné, il est parti, Frédéric Boudreau. Et en fait, il a quitté la pige, comme plein d'autres. Et j'ai demandé au rédacteur en chef, je l'ai vraiment achalé pendant plusieurs mois. Moi, j'aimerais ça, faire ça, tes chroniques. Moi, à l'époque, je faisais des chroniques encore de gadgets. Moi, j'étais Steve Proulx, journaliste gadget. Steve Proulx ne parle pas d'autre chose que des gadgets. Donc, les gens incapables de voir que je suis capable de parler d'autres choses. Donc, j'ai vraiment essayé de m'infiltrer là-dedans pour dire, regarde, je suis capable de parler d'autres choses. Je peux faire quelque chose. Ça, j'aimerais ça, parler de télé, parler de radio, parler d'Internet. Et éventuellement, on me l'a donné, cette chronique-là. On l'a essayé quelques semaines, ça a bien fonctionné. Au début, ma chronique, les 2 premières années, c'était juste des choix télé. Je faisais juste regarder, je recevais des cassettes, puis je faisais voici à quoi regarder à la télé cette semaine. Ça a été ça pendant même 2 ans. Et ensuite, on m'a permis de, OK, là, tu peux prendre un sujet par semaine puis le décortiquer un petit peu. OK, parfait. Quand Richard Martineau est parti, là, ils ont rentré José Legault, qui était très politique, et il y avait François Parenteau, qui était aussi très politique. Donc, il y avait comme 2 chroniques politiques et une chronique média dans le Journal Voir. C'était un petit peu bizarre. Et bon, à un moment donné, François Parenteau est parti. Donc là, il y avait comme une ouverture. Il faudrait quelqu'un qui écrive une chronique plus société. Donc ça, c'est arrivé en 1er janvier 2009. J'ai commencé de chronique média. Je suis passé à chronique at large société, dans laquelle je parle de à peu près tout ce qui me passe par la tête, sauf la politique. Parce que ça, c'est José Legault. C'est parti comme ça. Mais je l'ai provoqué. Si j'avais attendu qu'on m'appelle, qu'on pense à moi, je serais encore en train d'attendre, puis probablement qu'en ce moment, je serais en train de travailler sur un gros dossier sur le iPad. Parce que je serais encore un journaliste techno, malheureusement. Cela dit, je respecte beaucoup les journalistes techno. Moi, ça ne m'intéresse pas, c'est juste ça le truc. Des collègues qui ont provoqué des choses dans leur vie. J'ai plein de collègues journalistes qui ont lancé un site récemment qui s'appelle rumaçon.com. C'est un site de... Comment ils appellent ça? Du micro, en tout cas, c'est un site d'intérêt micro, c'est-à-dire ça parle de ce qui se passe à la rue Masson. C'est des collègues, journalistes pigistes, qui ont lancé ça pour boucher leur trou. Ils ont provoqué des choses dans leur carrière, ils ont inventé ce truc-là qui ne génère à peu près pas de revenus, mais quand même un petit peu. Mais ça va grandir, ce truc. Et ça va toujours rester dans leur CV, dans leur expérience. Ils vont apprendre beaucoup là-dedans. Et je pense que pour eux, rumaçon.com va probablement être un moyen qui va leur permettre de durer encore quelques années à la pige.
C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur la pige en général. Je pense que je vais peut-être répondre plus aux questions, parce que je sais que des fois, quand il y a des futurs journalistes indépendants, ils sont toujours intéressés à poser des questions un peu plus pointues sur qu'est-ce que ça mange en hiver un journaliste indépendant. Mais je vais parler du journalisme en général, en fait, ce que je vois, et du journalisme indépendant en particulier aussi. Bon, il y a des choses qu'on sait. Hein. Si vous suivez un peu l'actualité des médias, vous êtes au courant qu'en ce moment, on ne vit pas des super années dans le domaine des médias généralistes et dans le domaine du journalisme non plus. Le modèle d'affaires qui a permis aux journalistes de s'exprimer est en déclin, c'est-à-dire le modèle publicitaire qui a fait en sorte qu'on peut financer des salles de rédaction qui font des articles, qu'on met ça dans un journal, puis que les gens achètent le journal. Tout ça est en train de s'effondrer. Alors, ça ne va pas bien. Il faut trouver d'autres modèles d'affaires. Dans ce cadre-là, la pige, le journalisme indépendant est bien placé. Parce qu'en ce moment, ce que les médias ont besoin, c'est de la flexibilité. Ils veulent pouvoir arriver à la fin du mois. Il y a une façon d'y arriver, c'est de mettre à la porte ces journalistes salariés et d'engager des pigistes, peut-être un peu moins cher, mais surtout des gens qu'on n'a pas besoin de payer, des bénéfices sociaux, etc. On n'a pas besoin de payer ces gens-là comme des employés. On les prend à la demande. Donc, moi, l'année dernière, grosse crise économique, grosse crise des médias. M'excuse, mais c'est ma meilleure année à vie. J'ai fait pas beaucoup d'argent. On s'entend pas. Je ne suis pas devenu milliardaire. Je suis devenu Donald Trump, là, mais j'ai fait quand même bonne année, très bonne année. Et on était en pleine crise économique. C'est ce qui me fait dire, et c'est la même chose pour quelques-uns, en fait plusieurs de mes collègues aussi. C'est une bonne année cette année. Ils ont eu des piges plus qu'avant. Parce que les compagnies de médias, les donneurs d'ouvrages ont besoin de flexibilité en ce moment. Ils n'engagent pas des gens à temps plein. Donc, voilà. Ce qu'on est en train de réaliser aussi avec la chute du modèle d'affaires, c'est que ce qui était la valeur ajoutée du journaliste dans l'espace médiatique est en train de disparaître. C'est quoi la valeur ajoutée du journaliste? C'est un prof de l'Université d'Oxford qui a dit ça, c'est pas moi, qui est spécialiste là, dans l'économie des médias. Il dit la principale valeur ajoutée des journalistes, c'est l'accès exclusif aux sources d'information. Ça, on l'a plus. Avec le web, l'accès exclusif aux sources d'information, quand on a des conférences de presse qui sont télédiffusées en direct sur LCN intégralement, excuse, mais ça sert à quoi d'avoir des journalistes qui sont là, qui rentrent... Regarde la LCN, ils sont tous là. Tu sais. Le public, en général, peut avoir accès à ça. Quand on a des politiciens qui tweetent à longueur de journée, qui nous passent leur message directement, sans intermédiaire, quelle est la valeur ajoutée du journalisme? Il y en a qui disent, évidemment, c'est de mettre en contexte tout ça et de tirer des généralités de tout ça. La réalité, c'est qu'il y a 68 % des gens qui ne sont pas prêts à payer pour ça. À dire, mais 68 % des gens actuellement ne sont pas prêts à payer pour des nouvelles. Alors, il va falloir sérieusement se poser la question, qu'est-ce que c'est une nouvelle? Qu'est-ce que les gens vont vouloir payer éventuellement pour que nous, on puisse manger et continuer à faire du journalisme? Et je n'ai pas, pas de réponse à cette question. Piste de réponse, mais de réponse claire, de toute façon, celui qui vous en donne, la personne qui vous en donne, parce que c'est assez flou en ce moment ce qui se passe et qu'est-ce qui va arriver dans quelques années avec le journalisme. Il y a plusieurs théories. Moi, je vais parler plutôt de l'avenir de la presse écrite. Parce qu'en général, la télé va généralement bien. Parce que quand on parlait du modèle d'affaires tantôt, publicitaire qui est en train de s'effondrer avec le web, la télé s'en sort assez bien malgré tout. Parce que, il y a plus de gens aussi en même temps, quand on ne peut pas comparer la quantité de monde qui regarde TVA versus les gens qui lisent Le Devoir, c'est deux types de médias complètement différents. La télé a ses problèmes, mais généralement, on ne voit pas des mises à pied massives encore dans la télé. Ça va peut-être venir, mais ce n'est pas le cas pour tout de suite. Je vais parler donc plus de la presse écrite et je me réfère à Jean Paré, qui était le fondateur là, du magazine L'Actualité, qui a écrit un texte récemment un peu sur ça, avec lequel j'étais d'accord. Ce qu'il disait, c'est que la principale erreur des journaux, c'est de s'être considérés comme des masses médias, des médias de masse. On a voulu, avec les journaux, comme la presse, nos grands quotidiens nationaux,
on a voulu se prendre pour des télés généralistes. Donc, avoir un peu de tout pour tout le monde, que tout le monde s'y retrouve, qu'il y ait comme une espèce de menu de l'actualité générale où tout le monde va piger un peu là-dedans. La réalité, c'est comment est-ce qu'on lit un journal aujourd'hui? Quand on lit un journal, il n'y a personne qui prend ça du début jusqu'à la fin, puis qui regarde ça, puis « Ah, OK, j'ai fini mon journal ». Ça prendrait de toute façon 3 heures par matin à faire ça. Donc, ce que les gens font, c'est qu'ils feuillettent leur journal, ils prennent 2-3 articles qu'ils lisent, et le reste, ça s'en va au recyclage. Quand on a une grosse affaire comme le Journal du Montréal du week-end, il faut être fait fort pour lire ça au complet. On lit partie bout. Et donc, les gens se disent « Hey, j'ai cette grosse patente-là, j'en ai 7 de même qui sont arrivés à ma porte cette semaine. Wow, là, je me rappelle, il y avait eu un sondage qui était par rapport au Washington Post qui disait la principale raison pourquoi les jeunes se désabonnent du journal, c'est qu'ils trouvent que ça n'a pas de bon sens de gaspiller du papier de même à chaque semaine. On est rendu là. Ils trouvent que ça n'a pas de valeur. Écoute, je lis 2-3 articles là-dedans. Je ne vais pas les lire sur Internet. Je vais les lire gratuitement sur Internet. Pourquoi j'achèterais un journal? Je suis rendu, il est mercredi, ma boîte de recyclage est pleine. Ça n'a pas de bon sens. Les journaux ont fonctionné comme ça. Alors qu'ils devraient peut-être un peu plus fonctionner comme ce qu'ils sont. Et là encore, je reprends notre ami Jean Paré qui disait ça. Les journaux, ce que c'est des clubs de lecteurs. Ici, on a un club de lecture que j'essayais d'illustrer un petit peu ce que Jean Paré, la pensée de Jean Paré. C'est un peu ça. On lit un journal. Le meilleur exemple, je dirais, c'est Le Devoir. Le Devoir qui n'a pas un super gros lectorat, mais Le Devoir est rentable. Il fait de l'argent, ce journal. Un petit journal, mais il n'est pas dans le rouge parce qu'il s'adresse à une niche de la population. Des gens qui sont intéressés par un tel type de contenu, un peu plus analytique. Bon, il y a certains articles, moi je suis abonné au Devoir et je sais bien qu'il y a certains articles qui tombent complètement dans l'angle mort des autres journaux, qu'ils n'en parlent pas, tout simplement. Et Le Devoir a donc réussi à avoir cette petite niche-là de gens un peu leaders d'opinion, si on veut, qui sont intéressés à avoir de l'information sur un journal, un petit journal bien fait. Ça fonctionne comme ça depuis 100 ans. C'est un club de lecteurs, Le Devoir. Les gens sont attachés à ce journal-là. Ils ne sont pas beaucoup, mais ils sont prêts à payer et à débourser. Et Le Devoir est rentable aujourd'hui parce qu'il n'a pas essayé de viser monsieur, madame, tout le monde, alors que ce modèle-là, actuellement, est en pleine décrépitude. Les journaux qui s'adressent à tout le monde demain matin, ce sera lesquels? Moi, à mon avis, ça va être les journaux gratuits. Ça va être les métros de ce monde, les 24 heures de ce monde. Ça, aujourd'hui, c'est vraiment des journaux mass média. Ça ne nous dérange pas de le jeter, ça ne nous dérange pas de lire 2-3 articles dessus puis de le recycler. On ne le paye pas de toute façon. Et on le trouve un peu partout. Moi, ça, c'est peut-être l'avenir des journaux généralistes. Les journaux payants vont devoir, à un bon moment donné, se trouver une gang de lecteurs qui ont le goût de les suivre. Et ça va peut-être être on va peut-être avoir des choix à faire. Moi, je pense au Devoir parce qu'on m'a invité récemment à parler ils ont fait une espèce de plan stratégique, Le Devoir, et ils m'ont invité à m'exprimer en tant que jeune lettré sur Le Devoir et sur l'avenir du Devoir. Moi, je leur ai proposé, flusher la section des sports. Ça. Qui lit ça? Qui attend Le Devoir pour lire la section des sports à part Jean Dion? Là? On s'entend? Personne. Si on veut devenir encore plus spécialisé, ça pourrait être un geste qui pourrait poser. Dans Le Devoir, on n'en a pas de sport. Dans le Journal de Montréal, on n'a rien que ça. Là, tu vois, c'est peut-être ça qu'il va falloir faire éventuellement, des journaux un peu plus spécialisés. Et avoir un club de lecteurs comme ça qui lisent à peu près toute la même chose, qu'on voit qu'ils sont à peu près tous de la même âge et qui ont à peu près tous les mêmes intérêts, ces personnes-là. Donc, je vais parler maintenant plus du métier de journaliste, un peu le portrait que je brosse généralement, en général, de la presse écrite, mais qu'est-ce que le journaliste en tant que tel va avoir à faire là-dedans? Parce que, bon, lui, c'est quand même la personne qui remplit ce journal-là à chaque jour. Donc, je pense que ça revient un peu à ce que je disais tantôt, journaliste généraliste qui couvre une conférence de presse et qui rapporte l'information, donc il se passe quelque chose, il rapporte, il prend une photo, description de l'événement, on met ça dans le journal ou sur Internet ou un peu partout. Il va en rester. Il va y en avoir encore qui vont faire ça. C'est un métier utile, mais il va y en avoir beaucoup moins. En ce moment, il y a trop de journalistes qui font ça. À mon avis, là,
pense que, puis on le voit très bien, l'exemple classique, c'est l'agence QMI qui est en train d'émerger dans l'Empire québécois. Hein. On sait que, vous avez peut-être entendu parler, là, les journalistes du Journal de Montréal sont là depuis un an et demi. Et en ce moment, le Journal de Montréal et d'autres branches de Québécois sont alimentés par des journalistes de QMI, l'agence QMI, qui est une agence de presse interne. La raison pour laquelle, ça existe, c'est pour faire des économies d'échelle. On ne veut pas avoir un journaliste de séjour du Journal de Montréal, puis d'un autre magazine, puis d'un journal, je ne sais pas, qui va aller couvrir la même conférence de presse ou le même événement culturel. On va en avoir un qui va le couvrir, puis qui va nourrir toutes les autres plateformes. Ça s'est fait récemment. Je parlais à un de mes collègues qui travaille à TVA, qui a couvert les Olympiques. Et il avait trouvé un scoop, je ne sais plus lequel, là, mais scoop XYZ, à Vancouver. Et dans la salle de rédaction de QMI, qui était à Vancouver, il y était plein de journalistes de toutes sortes de médias qui faisaient toute leur affaire. Puis il y avait un gars qui, lui, regardait ce que les autres faisaient, puis il disait, OK, ça s'en va dans le Winnipeg Sun, puis ça va paraître partout à travers le pays, parce qu'on sait que Québécois possède toute une chaîne de journaux à travers le Canada. Donc, lui, il était comme le coordonnateur du contenu qui était les scoops, des histoires qui étaient rapportées par les journalistes de QMI et disait, OK, ça, avec une photo de mon journaliste du Vancouver Sun, puis l'article de Choses de TVA, on va le traduire en anglais, puis on va mettre ça dans tous les journaux partout. Alors, c'est un peu ça qu'ils sont en train de faire. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est que des journalistes qui couvrent la nouvelle, il va y en avoir de moins en moins. Il va toujours en rester, mais ils vont être beaucoup moins nombreux qu'avant. Et puis, ces journalistes-là aussi vont être, le fameux mot qu'on entend beaucoup dans le domaine des médias, multitâches. Hein? Ce qu'on aime aujourd'hui pour les journalistes salariés, c'est qu'ils soient capables de prendre des photos, de peut-être enregistrer un petit peu une conversation pour le site web, c'est qu'on peut se faire une petite balado-diffusion avec ça, et écrire aussi en même temps, puis bon, tout faire ça dans la même personne. Donc, on veut avoir des journalistes qui sont capables de faire toutes sortes de choses. Je pense récemment, il y a eu Jean-Hugues Roy qui a été à Haïti. D'ailleurs, les gens d'Haïti sont là. Et qui était ça, journaliste multitâche. Il faisait ses reportages, il les tournait, il les montait, il les envoyait. Il était un gars à Haïti et qui couvrait, donc ce n'était pas pendant le tremblement de terre, mais c'était dans les semaines là, qui ont suivi. Radio-Canada a dépêché comme ça un journaliste multitâche. C'est un peu l'avenir, je pense, des journalistes. Il y en a beaucoup, beaucoup comme ça qui vont émerger. Mais tout ça, ça ne nous dit rien sur les journalistes indépendants, parce que tout ce que je viens de vous dire là, c'est des jobs de journalistes salariés. La job du journaliste indépendant, ça ne ressemble pas tellement à ça. Des journalistes indépendants qui couvrent la nouvelle quotidienne, j'en connais très peu. Ça existe à peu près pas. Nos principaux clients, ce sont des magazines. Et ce sont des compagnies de production télévisées aussi, comme la salle pour La Vie en Vert. Je travaille pour une compagnie qui s'appelle Blue Storm. On fait des reportages qui vont paraître dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc, on ne fait pas du quotidien. On travaille sur des enrobages beaucoup plus magazines, donc moins collés sur l'actualité. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il y a beaucoup de journalistes qui vont devoir devenir, moi j'appelle ça des journalistes ressources. Hein? Des journalistes qui deviennent une ressource dans un domaine en particulier. On fait un numéro spécial sur, je ne sais pas moi, la bouffe, et puis on a besoin de journalistes qui sont capables de parler de bouffe et puis de, écrire là-dessus sur différents types, les restos, les chefs, entrevues avec des chefs, puis être capable de leur parler dans leur langage. Bien, il y a des journalistes qui vont être spécialisés là-dedans et on va aller les appeler pour ça. On va faire appel à eux pour ça. On va avoir besoin de journalistes dans des... Tu sais, je parle toujours de mes clubs de lecteurs, un journal qui s'adresse aux informaticiens. On a besoin de journalistes qui sont capables de parler à des informaticiens dans leur langage et que l'informaticien comprenne puis qui trouve ça intéressant, qui apprenne des choses. Donc, il faut être quand même spécialisé dans un créneau assez pointu. Donc, c'est ça, je pense aux journalistes auto. Hein? Il y a beaucoup de journalistes auto, c'est souvent des pigistes qui sont très spécialisés dans leur créneau, les autos, et on va les chercher pour ça. Souvent, même dans les quotidiens, ce n'est pas un journaliste généraliste du quotidien, ça va être un gars spécialisé dans les autos qu'on va aller chercher pour
écrire une chronique auto. Un autre, puis ce gars-là, il va aussi collaborer à un guide de l'auto ou faire d'autres choses aussi dans sa vie. Il ne travaillera pas juste pour un client. Des journalistes ressources comme ça. Il y a, là, je vous ai parlé des ressources de contenu. Hein? On est spécialisé dans un contenu, dans un thème ou dans un domaine en particulier. Il y a aussi, dans mon cas à moi, moi, je ne suis pas spécialisé en rien. Donc, ma ressource pour moi, et c'est ce que j'ai découvert, la raison pour laquelle je suis en demande, c'est que je suis un journaliste qui a une belle plume. En fait, les gens aiment ma plume. C'est une plume sans souci que j'ai. Je n'ai pas beaucoup de réécriture. Je fais un bon travail qui est livré à temps, qui n'a pas de faute d'orthographe, puis qui est un peu punché, qui est un petit peu drôle. C'est niaiseux à dire, là, mais il y a beaucoup de gens qui cherchent ça parce que ce n'est pas si facile à trouver. Un journaliste que tu appelles, puis tu sais que les rédacteurs en chef, c'est du monde bien stressé dans la vie. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est appeler quelqu'un, puis qu'après ça, c'est fini. Moi, je suis le gars au bout du fil, puis tu n'as plus de stress. Même quand le journaliste, je disais ça tantôt, même quand je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas le temps, je vais toujours lui donner, regarde, moi, je ne peux pas le faire, mais je connais plein de pigistes. Appelle cette personne-là ou cette personne-là, ils vont pouvoir le faire. J'ai un gros réseau de pigistes, amis, que je connais bien, que je suis capable de référencer parce que j'ai confiance en leur travail. Donc, moi, quand on m'appelle, le problème est réglé. C'est ce que j'aime dire. Donc, ça se peut que des fois, ce ne soit pas le cas, mais en tout cas, c'est un conseil que je donne à tous les journalistes indépendants. Si un rédacteur en chef vous appelle, dites pas juste non, bye. Faites quelque chose pour que, au moins. Parce que quand on est journaliste indépendant, c'est comme un noyau. Hein. Il y a le magazine, mettons, avec des journalistes qui orbitent autour. Hein. Plus on orbite proche du noyau, plus tu es appelé souvent. Il y a des journalistes qui sont loin, là, des Plutons, là, des Neptunes, là, puis il y a des Mercure. Tu sais. Moi j'aime être Mercure, Mars à la rigueur. Tu sais. Donc, graviter proche du noyau pour qu'on nous appelle souvent. Et quand tu dis non plusieurs fois ou quand tu fais un travail de mauvaise qualité et que tu as laissé un mauvais souvenir, ils ne te rappelleront pas. Tu vas aller très rapidement vers Neptune, peut-être vers d'autres galaxies qui ne sont pas encore retrouvées. Donc, c'est pour ça que des journalistes ressources, ça peut être à la fois du contenu, à la fois une façon de travailler qui est intéressante. Souvent, j'ai des jeunes qui ont de la difficulté à se trouver une spécialité ou à trouver qu'est-ce qui les différencie dans ce marché-là, dans cette jungle-là des pigistes. Et ils me demandent, hey, moi, Steve, là, j'aimerais ça être chroniqueur culturel. Ça, c'est Sébastien Diaz, qui est l'animateur de l'émission de Voir, qui est comme l'exemple type du chroniqueur culturel que tout le monde aimerait être, hein, qui voit toujours plein de vedettes, puis que, bon, c'est le fun ce qu'il fait. Il fait des entrevues, puis il oui. Sauf que Sébastien Diaz, avant d'arriver là, on s'entend qu'il y a, bon, un petit millage. Tu ne peux pas juste te présenter comme chroniqueur culturel. Tu ne peux pas arriver dans un magazine et dire « Ah, moi, j'aime ça, le cinéma. » Je veux dire, il faut que ce soit un petit peu plus pointu que ça. Il faut que tu aies un peu plus de ressources pour qu'on t'appelle. Sinon, et c'est souvent l'erreur. Les gens, il y a des spécialisations qui sont vraiment méconnues. Par exemple, l'aéronautique. Je sais qu'il y a un journaliste qui se spécialise en aéronautique. Tout ce qui est question d'aéronautique est devenu une référence dans ce domaine-là. Ou commerce international. Tu sais, il y a plein de choses à dire sur le commerce international. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont spécialisées là-dedans. Culture, ce n'est pas une spécialisation. Si tu es art visuel, OK, là, déjà, on parle de quelque chose qui est peut-être un peu intéressant. Pas beaucoup de jobs là-dedans, mais quand même, il y a une petite spécialité là et tu peux devenir en demande et tu peux devenir une ressource. Journaliste culturel, je fais juste dire ça parce que c'est la question qui me revient tout le temps. Au moins une fois par mois, je dirais, il y a un jeune qui sort de l'université qui m'écrit parce que je travaille au Voir et qui veut devenir journaliste culturel, puis il ne sait pas comment. Au Voir, là, il reçoit peut-être 15, 20, 30 CV par semaine de gens qui veulent devenir journalistes culturels et il en engage zéro. Alors, c'est plus que ça. Un journaliste culturel qui a réussi à trouver sa niche, c'est quelqu'un que j'aime. C'est pas un journaliste, mais c'est quelqu'un dans les médias qui s'appelle MC Gilles. Vous connaissez peut-être MC Gilles, on le voit à Infoman. Lui, il a une spécialisation, il est devenu une ressource en musique quétaine. Il appelle ça de la musique de sous-sol. Là. Il a fait une émission de radio comment ça s'appelle? CSM, c'est ça, la radio de l'Université de Montréal. Je n'ai jamais écouté ça, mais il est bien connu là-dedans.
Et il a été infoman, il a commencé avec ça, puis bon, genre, il était à Tout le monde en parle par-dessus aujourd'hui. Il est devenu une référence là-dedans. C'est très, très pointu, c'est sexy, et puis ça fonctionne bien. Je dis que c'est pas un journaliste parce que, ben, en même temps, il fait des émissions assez à caractère journalistique, comme si on parle Club Social à TV5, il fait des chroniques des fois, mais bon. Voilà, voilà. Les compétences du journaliste indépendant. C'est sûr que tantôt, je disais que le journalisme a perdu sa valeur ajoutée. La façon de pallier à ça, c'est de développer des compétences que le simple citoyen n'a pas. C'est sûr qu'un simple monsieur, madame, tout le monde, faire une demande d'accès à l'information et aller jusqu'au bout puis obtenir vraiment le document, personne ne va se casser la tête à faire ça, là. C'est assez compliqué. Ou fouiller dans des bases de données ou être capable de parler à des horticulteurs dans le langage des horticulteurs, c'est peut-être pas monsieur, madame, tout le monde qui va être capable de faire ça, faire des enquêtes fouillées non plus. Donc, essayer de développer toutes sortes de compétences qu'un simple citoyen ne peut pas, parce qu'aujourd'hui, on est en concurrence avec eux, veut pas, ils sont sur le web, ils s'expriment. Donc, si on veut avoir une valeur ajoutée pour que nous, il y ait le goût de payer pour ce qu'on écrit, il faut développer des choses qui ont pas. Et le deuxième conseil, c'est de connaître l'industrie. Des fois, je suis surpris de voir les journalistes qui ne connaissent pas les magazines qui existent au Québec. Il en existe, vous connaissez les gros, là, on veut tout écrire pour l'actualité, là, mais il en existe un paquet d'autres, des fois dans des magazines très nichés, industriels, très pointus. Connaître l'industrie, qui travaille dans cette industrie-là. À quelle période de l'année il faut que tu envoies ton CV dans une maison de production pour être recherchiste éventuellement? Parce que recherchiste, on n'en a pas parlé, mais c'est un métier du journalisme. C'est un journaliste qui travaille pour la télévision, tout simplement. Et qui appeler, qui connaître? Moi, j'étais content. Tous les gens qui sont en conférence l'année prochaine, je les connais toutes. Je ne sais pas, parce que ça fait longtemps que je suis dans ce domaine-là, que je m'intéresse au nom des gens, et j'ai tout entendu parler de ces gens-là. Je leur ai parlé, ou je les ai rencontrés, ou je sais ce qu'ils font dans la vie. Je connais l'industrie des médias au Québec. Je connais qui travaille ici et quelles sont les ouvertures. Si j'ai une idée demain matin, je sais à quelle porte aller frapper. Ça, c'est essentiel quand on est journaliste indépendant. Une des façons de le faire, c'est de fréquenter d'autres pigistes aussi. En ce moment, vous n'êtes pas là, mais il y a un 6 à 8 de l'Association des journalistes indépendants qui se déroule. C'est une façon d'aller rencontrer d'autres journalistes pigistes, d'échanger des trucs, d'échanger des fois des clients, d'échanger des... en ce moment, là, Yahoo Canada, là, il y a un nouveau directeur des contenus qui est là, puis il cherche du monde. C'est le genre d'affaires qu'on apprend dans un 5 à 7 de journalistes. Donc, fréquenter d'autres pigistes, être dans ce domaine-là. Tout simplement, c'est un peu, ça revient à ce que je disais tantôt, quand on est un journaliste indépendant, on est un entrepreneur à la base. On essaie de se trouver des rôles comme les comédiens, on essaie de se trouver des ouvertures, on essaie de se développer des projets pour pouvoir durer dans ce métier-là. Donc, moi, c'est ce que j'essaie de faire. Je dure depuis 10 ans, je ne sais pas combien de temps ça va durer encore, mais en tout cas, j'ai bon espoir. Et on va se laisser sur Sébastien Diaz, comme ça, je n'avais pas une autre. Des questions? On est rendu à la période des questions, voilà. Alors, effectivement, c'est effectivement la période de là, questions qui va commencer. Pour poser des questions, c'est très facile. Je veux juste me faire signe, puis je vous passerai le micro pour le bénéfice des gens en ligne et à la télévision. Il faut vraiment parler à son avec le micro. Et les gens aussi sur Internet savent comment envoyer des questions. Et je pense qu'on a beaucoup de questions par Internet. Est-ce qu'on commence? Denis, aurais-tu une question? C'est mieux comme ça. Beaucoup de questions, beaucoup d'échanges aussi sur Internet. Première question, quelle est la longueur standard d'un feuillet ou le nombre de mots? 250 mots. Il y a des magazines qui essayent, c'est 250 mots ou 1500 caractères avec espacement. Mais il y a des magazines qui s'essayent à 1600 caractères. Oh oui, nous autres, notre feuillet, c'est 1600 caractères. Non, non. Un vrai feuillet, c'est 1500 caractères et c'est 250 mots. Il y a une seconde, mon Dieu, je suis chanceux. Écrire un feuillet peut représenter combien d'heures de travail, incluant l'aspect recherche et rédaction? Écrire un feuillet pour le séjour et écrire un feuillet pour l'actualité, c'est deux mondes. J'ai vu un journaliste du séjour écrire 3 feuillets en 35 minutes. Moi, j'ai travaillé 2-3 semaines sur la même quantité de texte pour l'actualité. Donc, c'est très, très, très différent. Ça dépend de... C'est pour ça que le coût au feuillet, je pense que 50 $, c'est vraiment
peu cher payé, mais c'est pour ça qu'il y a de si grosses variations. Il y a des magazines qui vont te payer 150 $ le feuillet, alors que d'autres vont te payer 80 $ le feuillet. Il faut se dire que c'est pas si le magazine à 80 $ le feuillet te demande le même travail que celui à 150 $, il y a un problème. Mais en règle générale, quand les feuillets sont moins chers, ça veut souvent dire que ce qu'ils veulent, ça vaut moins cher aussi. Ils s'obtiennent. C'est sûr que quand j'écris, moi, je suis payé, pour Affaires Plus, j'écris pour eux, je pense que c'est 135 $ le feuillet. Je mets du temps là-dessus. Quand ils me commandent un 10 feuillets là, à 135, ça me fait un bon texte. Là, je peux mettre un bon 2 semaines là-dessus, là, assez solide pour faire quand même un texte touffu. Je ne mettrai pas le même nombre d'heures pour un article qui me paierait, j'en fais pas, là, mais pour un article qui me paierait, mettons, 50 $ le feuillet. Une question ici. Oui, merci beaucoup pour la quantité d'informations qu'on nous a données. Je me posais comme question, l'espèce de travail un peu peut-être plus en hypothèse que j'ai, mais est-ce qu'en milieu rural, il y aurait plus à l'extérieur, dans les régions, là, est-ce qu'il y a des possibilités? Avez-vous déjà travaillé dans ce secteur? Les journalistes en région sont beaucoup plus multitâches que ceux en ville, en fait. Parce que quand on est tu sais, je prends l'exemple dans mon coin, moi, c'est La Pensée de Bagotte, d'où je viens. Et la journaliste fait tout. Elle fait les photos, elle fait le texte, elle fait parfois la mise en page, elle fait parfois, il y en a certains qui font la représentation publicitaire, mais ça, c'est un autre point. Dans les journaux en région, souvent, ils n'ont pas beaucoup de personnel. Donc, ils font beaucoup de choses différentes. Mais effectivement, ils ne feront pas, ce ne sera pas des grosses boîtes comme ici, quelqu'un de QMI qui va nourrir la télévision, la radio, le web, puis le journal. Ça va être différent. Mais je pense que c'est des emplois, et ça fait depuis beaucoup plus longtemps qu'en ville, que dans les journaux, en région, on fait beaucoup de choses. Le journaliste porte plusieurs chapeaux. Alors qu'en ville, c'est assez nouveau que le journaliste porte plusieurs chapeaux. Aussi, peut-être, est-ce que c'est encore des possibilités qui se rendent jusqu'à là? Dire que c'est voué à une atténuation là, progressive et finale d'ici quelques temps. Vous voulez dire du nombre d'employés qui vont, du nombre de gens qui vont travailler en journalisme? Oui, c'est ça, parce que moi, je pense que le métier va changer. En ce moment, le gros donneur d'ouvrage, en ce moment, c'est le web. Et le web, il engage des gens qui ont des diplômes en journalisme, mais ils font plus ou moins du journalisme. Ils font de la gestion de contenu. Ils vont prendre des textes d'agence, ils vont les ramasser, ils vont les couper des bouts, ils vont l'amalgamer avec une image d'une autre agence, puis ils vont faire de la mise en ligne de nouvelles. Ça prend un journaliste qui a une certaine vision de l'actualité pour faire ça, mais on ne peut pas dire que c'est du travail de terrain d'aller chercher l'information ou d'interviewer du monde puis de faire un article. Il va y avoir beaucoup de ces emplois-là qui sont... Je pense que le journaliste, la définition unique qu'on avait depuis longtemps du journaliste va s'éclater. Il va y avoir des gens qui vont travailler dans le monde de l'information, mais qui vont faire toutes sortes de travaux, toutes sortes d'emplois assez différents. Est-ce qu'il va y avoir moins de gens qui vont être engagés? Probablement, avec la convergence qu'il y a partout. Hein? Et je veux dire, on parle beaucoup de Québécois, mais il y en a partout là, à travers l'Amérique du Nord et même en Europe. Là, on est beaucoup on essaie de regrouper des gens puis éliminer les doublons là, dans les grandes chaînes de journaux, les gens qui font 2 fois la même chose. Pierre-Carl Pellado, dans une célèbre conférence, donnait cet exemple. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une personne dans chacun de ces journaux, je ne sais plus combien il y en a, là, mais il y en a toute une tralée, qui font les statistiques sportives? Il y a un journaliste qui était titré, avant c'était ça, il y avait un journaliste dans chaque journal qui faisait les statistiques sportives. Le gars, il possède plein de journaux. Il va-tu payer encore? Tu sais, regarde, une personne, c'est suffisant. À quelque part, je suis d'accord avec lui. C'est plate pour toutes ces personnes-là qui avaient fait une carrière à compiler des statistiques sportives, mais est-ce qu'en tant que gestionnaire d'entreprise, Pierre-Carl Pellado a tort de faire ça? Ou est-ce qu'il a raison? Moi, je ne l'aime pas beaucoup, mais je suis d'accord avec lui sur ce point-là. Oui? Par rapport à la proposition du sujet de pige, comment s'y prendre? C'est quoi la recette du colonel? Moi, souvent, les jeunes pigistes font l'erreur de lire tous les journaux puis se dire « Ah, je vais trouver un sujet là-dedans. »
Là, ils passent des heures et des heures et des heures à lire tous les journaux, tous les magazines, toutes sortes d'affaires. Et ça prend un temps fou, de un. Et de deux, les bons sujets de scoop ne se trouvent pas dans les journaux. Ce qu'il y a dans les journaux, c'est des scoops déjà trouvés. C'est pas des nouveaux scoops. Donc, si tu ne fais que régurgiter, si tu t'inspires des journaux ou de l'actualité, tu ne fais que régurgiter des choses qui ont déjà été dites. Alors, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, moi, c'est en parlant avec des gens, toujours. Quand je fais des entrevues, je garde mon radar allumé et je vois dans la personne à qui je parle, probablement qu'elle, je lui parle pour une raison, mais il y a peut-être d'autres choses qu'elle peut me dire et qui peut mener à un scoop. En ce moment, je fais un reportage sur les lampes LED. Pas LED, là, mais les lampes LED, diodes électroluminescents, Dell, en fait, en français. Et il y a des lampadaires Dell qui sont beaucoup plus économes énergétiquement, qui sont installés en ce moment. Ils commencent à Varennes et à Trois-Rivières. Je parle à un gars de Trois-Rivières. Je dis, OK, c'est quoi cette affaire-là? Et il me dit qu'il essaye en ce moment de militer pour Hydro-Québec pour qu'il donne un peu de financement pour installer des lampadaires Dell partout à Trois-Rivières, mais que Hydro-Québec branle dans le manche encore, puis ça ne fonctionne pas. Moi, il y a un sujet là. Ce ne sera pas dans mon topo que je fais, parce que c'est un autre sujet, c'est un autre angle, mais j'ai gardé cette information-là. OK, Hydro-Québec, mais pourquoi Hydro-Québec ne recommande pas les lampes Dell en ce moment? Et il y a plein de villes au Québec qui aimeraient ça, être aidées pour qu'on diminue de beaucoup la quantité d'électricité consommée par les lampes Dell. Moi, c'est comme ça que je trouve mes sujets, en parlant du monde et en ayant toujours cette antenne-là allumée sur toutes sortes de sujets, et ça me donne des idées. Parce qu'à chaque fois que tu parles à quelqu'un, c'est sûr que cette personne-là peut te donner une deuxième idée dessus pour autre chose. On a une autre question ici. Oui, alors bonsoir. Je vais peut-être vous faire répéter parce que je suis arrivée en retard. Vous parliez tout à l'heure des journalistes en région. Oui. C'est mon cas, je suis journaliste en région. Et je me demandais donc comment est-ce que vous voyez le pigisme, non seulement en région, mais en plus dans les villes comme ça où il faut développer vraiment ce secteur-là, si on doit comparer avec les situations des journalistes salariés. C'est sûr que les journalistes en région, ça a toujours été l'enfant pauvre, là, on dit, et c'est vrai. Mais au Québec, on est 8, 9 millions, 7 millions, on est combien? Pour moi, Montréal, c'est quasiment une région. Je veux dire, c'est petit. Alors, c'est sûr, c'est clair, que si ta vie, tu veux la passer à Port-Cartier en étant journaliste sur la Côte-Nord, tu risques de trouver le temps long. Parce qu'effectivement, il n'y a pas assez de gens. Il n'y a pas beaucoup d'emplois, tout simplement. Est-ce qu'il y a de l'emploi comme journaliste indépendant en région? J'en connais quelques-uns qui le font. Mais ce n'est pas la majorité. C'est souvent des gens qui sont employés par des petits journaux locaux. Il y en a encore. Souvent, ils ne vont pas très bien, quoique certains s'en tirent mieux que d'autres. Ou pour des petits réseaux de télévision locaux, TVA, Québec, Trois-Rivières, un peu partout dans les centres un peu plus urbains. Mais c'est sûr que pour la pige, c'est beaucoup plus difficile parce que ton marché, déjà, au Québec, le marché est assez restreint. Imagine quand tu te restreins à la région de la Montérégie. Tu te restreins beaucoup. Moi, en ce moment, je trouve le Québec un peu trop petit. J'essaie d'écrire en anglais pour pouvoir élargir au Canada ou en général, parce que j'ai comme fait le tour des magazines au Québec. J'aimerais ça, écrire quelque chose. Je suis en train de penser comment écrire en anglais. J'essaie de travailler là-dessus parce que je trouve le Québec trop petit. Et je veux dire, moi, c'est mon opinion, là. C'est sûr que tu peux faire une vie en région, mais pas que je ne dis pas juste d'aller à Montréal, mais quand tu es pigiste, tu peux vivre en région et travailler pour un peu tout le monde aussi. C'est juste que on parle ici de journalistes qui couvriraient leur région, disons. Là. Ils ne couvrent que ce qui se passe en Haute-Mauricie. Bon, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais j'ai des journalistes qui couvrent toutes sortes de sujets, mais qui travaillent à partir de la région. Ça, c'est un des beaux côtés du journalisme indépendant. Tu peux travailler chez vous et tu peux être n'importe où. Oui. Bonsoir. Par rapport à la proposition de sujet, oui. J'aimerais savoir s'il vaut mieux vendre un sujet terminé ou proposer un synopsis et ensuite le sujet. Parce que j'entends les deux sons de cloche. Quelqu'un qui écrirait un article au complet et qui le propose, il perd un temps fou d'abord. Parce que quand tu proposes un article, c'est une porte ouverte à la discussion.
le rédacteur en chef va dire « Ah oui, je trouve ça intéressant, veux-tu m'en faire 5 feuillets? » L'autre va dire « Veux-tu m'en faire 3 feuillets? » Toi, si tu en as fait 2 feuillets, je vais te dire « Il faut que tu en rajoutes. » De toute façon, il va falloir que tu retravailles ton texte parce que peut-être que ça ne rentrera pas dans son magazine à lui puis ce qu'il voulait faire. Peut-être qu'il va te dire « Je trouve ça intéressant comme sujet. D'ailleurs, je voulais faire un dossier là-dessus. Fait que veux-tu me faire 3-4 autres papiers autour de ça? » Bon. Alors non, tu fais une proposition. Moi, j'ai toujours considéré les synopsis comme une porte ouverte à la discussion. Quand moi, je te propose ce sujet-là, grosso modo, ça m'intéresse. Toi, ça t'intéresse-tu? On en parle. Mais écrire un article au complet, c'est extrêmement long. Et ça se peut que tu ne sois pas pris. Ça se peut que tu n'aies rien en bout de ligne. Moi, j'étais rédacteur en chef. Je l'ai déjà été de l'autre côté et j'en recevais des articles complètement écrits. Ça me tuait. Je disais, voyons donc. Combien de temps qu'à passer là-dessus? Tu voyais que c'était juste fait pour moi, là. C'était fait pour mon magazine, puis c'était vraiment très pointu. Journalisme, tu sais, le magazine Le 30, là, qu'on parle de journalisme, là, on est un magazine au Québec qui parle de journalisme. Si tu écris un article là-dessus, très pointu, sur un domaine en particulier, tu ne pourras le vendre nulle part ailleurs. Donc, non. Pour moi, ça a toujours été des synopsis, et le synopsis le plus court possible. Je ne fais pas des affaires de 8 points. Moi, souvent, mes synopsis durent 3 lignes. Et c'est vraiment le bout. Je veux juste susciter l'intérêt du rédacteur en chef pour qu'il m'appelle. S'il m'appelle, puis qu'on jase ensemble, et que en même temps, je vois ce qui lui l'intéresse le plus, et on développe une idée d'article comme ça. Donc, parce que, à quelque part, c'est très, très long essayer de vendre un texte comme ça. Si tu veux vivre de la pige, des textes, il faut que tu en vendes beaucoup. Il ne faut pas que tu en vendes un par mois, là. Tu en vendes beaucoup. Fait que si tu te mets à écrire des articles au complet puis de faire des synopsis qui ne finissent plus, la série de romans, là, c'est 8 romans. Le synopsis était un paragraphe. C'est comme ça que je l'ai vendu. J'ai trouvé ça intéressant. OK, ouais, j'aime ça comme idée. Étape 2, fais-moi un synopsis. Écris quelques chapitres. Mais déjà, je sais que ça l'intéresse. Tu comprends? Moi, c'est ma stratégie. Essayer le moins possible de faire le moins possible de dépenses qui ne sont pas payées, puis d'avoir une discussion avec la personne pour au moins qu'il y ait un intérêt. Je puisse proposer quelque chose de plus pointu pour lui. Oui? Denis? Oui. Qu'en est-il de l'avenir de la radio? Ah, l'avenir, écoute, ça, je m'y connais très peu à la radio, mais je sais qu'en tant que journaliste à la radio, l'avenir n'est pas très rose. En ce moment, les nouvelles qu'il y a à la radio, c'est quoi? C'est quoi, non? C'est 98.5, c'est Radio-Canada. Il y en a très peu. Il y en a à Québec un peu. Je dirais qu'en région, il y en a plus qu'à Montréal. Je dirais qu'à Montréal, c'est vraiment concentré, puis on a beaucoup, beaucoup de radios commerciales, alors qu'en région, souvent, les radios sont un peu plus fortes qu'à Montréal. C'est drôle à dire. Elles sont un peu plus importantes dans le milieu parce qu'ils ont peu de journaux. Souvent, c'est des journaux hebdomadaires. Donc, qui couvre l'actualité quotidienne de la région? C'est la radio. C'est pas très cher à mettre en œuvre une radio comparativement aux journaux où ça coûte quand même assez cher. Il faut imprimer le journal. Donc, je connais beaucoup de mes collègues avec qui j'ai étudié qui travaillent à la radio en région. Et c'est peut-être là qu'est l'avenir. À Montréal, oui, il va toujours en rester, mais on ne parle pas d'un gros employeur en ce moment. En ce moment, le gros employeur, c'est le web, clairement. Y avait-tu d'autres questions? Oui. Oui, bien vas-y, j'ai terminé. Les images utilisées par toi-même sur ton diaporama, est-ce qu'elles sont libres de droit? Non. Celle de Guillaume Lemaitre-Vierge, je ne l'ai pas. Mais les autres le sont, oui. Autre question, la spécialisation est-elle à privilégier, selon toi? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, mais c'est une lame à double tranchant. Je vous parlais tantôt du journaliste techno que j'étais. J'étais spécialisé là-dedans. À un moment donné, j'étais tanné de faire ce truc-là. Ça m'a pris beaucoup de temps pour me débarrasser de l'image de journaliste techno. Quand tu te trouves une spécialisation, moi, je pense qu'il faut que tu te gardes une porte ouverte pour autre chose, tu sais, aussi. À moins que ça te passionne. Il y en a des gens qui sont vraiment passionnés par leur spécialisation, puis ils n'auraient jamais le goût de changer. Mais je pense que ça vient avec l'âge. De toute façon, se trouver une spécialisation, tu commences à 22, 23 ans, où tu te dis, moi, je commence en journaliste, je vais être spécialisé là-dedans. Je pense qu'il faut que tu le laisses. Et la spécialisation se développe et se précise avec l'expérience. Tu commences à écrire quelques articles sur un sujet, puis à un bon moment donné, il y a une spécialisation qui se dessine naturellement.
Mais la choisir dès le départ, oui, mais je pense que c'est un peu casse-cou, parce que ça se peut que ça ne t'intéresse pas tant. De toute façon, souvent, on est un peu tributaire de ce qui peut être très spécialisé dans les sculptures égyptiennes, mais tu vas avoir de la misère à trouver des piges au Québec avec ça. Donc, souvent, il faut que tu changes de spécialisation pour cette simple raison. Oui? On va commencer. Ah, oui, OK. Oui, tout à l'heure, on parlait de marketing personnel. Oui. Je suis loin de ça parce que je suis encore aux études, mais je suis intéressée à savoir, parce qu'on a abordé les deux sujets. En fait, vous parlez au départ que vous avez fait beaucoup de choses depuis vos débuts, et par la suite, on a abordé la spécialisation. Qu'est-ce qui est plus important ou plus bénéfique? Est-ce que c'est le fait de faire plusieurs choses, ou c'est la spécialisation qui va faire en sorte que c'est comme la qualité, si on veut, qui va être plus important? C'est sûr que quand tu as une spécialisation, souvent, tu te rends compte que c'est les gens qui t'appellent et non pas toi qui les appelles. Donc, moi, c'est ce qui est arrivé avec ma spécialisation sur les médias. Quand j'étais journaliste média, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas tant que ça qui étaient journalistes médias, un peu comme moi. Il y en avait beaucoup de journalistes télé, il y en a quelques-uns. Mais médias, où est-ce qu'on parle de toutes sortes de choses dans le domaine des médias at large, il y avait Paul Cochon, Devoir, puis il y avait moi. On se retrouvait souvent autour de la même table dans une émission de radio, puis on jasait de médias. On m'appelait parce que j'étais devenu une ressource dans ce domaine-là. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Aujourd'hui, tu vois, on m'appelle moins parce que j'écris sur n'importe quoi. Et on a de la misère à aller me chercher dans d'autres médias parce qu'on ne sait pas trop où me caser. Moi, ça me fait mon affaire, là, mais je veux dire, il y a cette réalité-là. Si on veut être un jour, je pense à une fille comme Gina Desjardins. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une journaliste techno aussi, un peu jeux vidéo, puis était la version fille de ce que j'étais il y a 10 ans. Et puis, elle aime beaucoup ça. Elle est très bonne là-dedans et on l'appelle pour ça. Parce que tu es une fille qui fait de la techno, c'est très rare et c'est spécial. Donc, on lui fait faire toutes sortes de choses et elle apparaît dans toutes sortes d'émissions, elle écrit. Puis quand elle se présente, les gens la connaissent parce qu'elle est comme unique dans son créneau. Alors, trouver ce créneau-là, moi, je pense que ça peut être payant. Mais ça peut être une lame à double tranchant parce que tu peux avoir de la difficulté à t'en sortir aussi. Vous avez une question ici? Alors, bonsoir, excusez-moi. J'ai une question justement par rapport aux spécialisations. Vous me dites, les étudiants qui sortent, qui deviennent des jeunes journalistes, sont généralistes au début, ils n'ont pas d'intérêt particulier? C'est un peu une erreur. C'est un peu un défaut des formations de journalisme. Parce que tu sors justement comme généraliste. Et souvent, les journalistes vont aller se chercher un autre bac ou une autre formation dans un domaine X, Y, Z. J'en connais une qui a fait une maîtrise en environnement. Donc, elle avait le journalisme, les communications et l'espèce de petite formation en environnement aussi qui en faisait une journaliste spécialisée en environnement. Il y en a qui vont se chercher des formations en sciences, etc. Il y en a qui le font. Moi, je l'ai fait sur le tas parce que je n'ai pas étudié spécifiquement en journalisme dans ma vie. J'ai fait un demi-bac en journalisme, puis j'ai abandonné parce que justement, je trouvais que j'apprenais rien. La base, comment ça s'écrit un article, puis comment on fait du journalisme, c'est assez simple. Pour moi, 3 ans à faire ça, là, c'est beaucoup. Je pense qu'on pourrait faire ça en 1 an puis aller compléter cette formation-là avec une spécialisation dans un autre domaine. Et j'aurais une deuxième question. Y a-t-il un marché pour l'international, la nouvelle qui provient d'ailleurs au Québec? Oui, il y en a. Il y a beaucoup de journalistes à la pige qui sont basés dans d'autres pays et qui nourrissent les médias. Je pense à une personne en particulier, une de mes amies qui était à Los Angeles l'été dernier. Exactement, elle habite là parce que son chum travaille là. Et quand Michael Jackson est mort, elle était là. Donc, évidemment, tout de suite, les médias le savent parce que c'est un petit milieu. Et on a commencé à lui solliciter des textes parce qu'elle était la première sur place, donc elle a pu couvrir ça. Ensuite, elle a couvert les feux de forêt aussi qu'il y a eu à Los Angeles. Donc, elle a fait plusieurs articles comme ça. Elle s'est fait connaître assez rapidement parce qu'elle était à l'international. C'est sûr que si tu es au Liechtenstein, en région, tu as peut-être moins de chance. Mais dans les grands centres, j'en connais qui étaient à Tokyo. Oui, souvent, ils proposent des choses. Souvent, ce que les journalistes font, c'est qu'ils vont faire des voyages. Ils essaient de se financer des voyages. Il y a beaucoup de bourses. Pour la bourse Air France, par exemple, qui peut t'envoyer un peu partout. Et ils financent ce voyage-là, ils reviennent et ils vont proposer toutes sortes d'articles. J'en connais une qui était allée au Sri Lanka
et qui a fait une série d'articles sur le Sri Lanka en revenant ici au Québec. Donc, oui, il y a une demande pour ça, énorme. Je dirais beaucoup dans les journaux et dans le magazine de l'actualité. C'est sûr qu'il n'y en a pas dans les magazines là, qui vont acheter du vrai journalisme, là, ce que j'appelle du journalisme de terrain comme ça, où est-ce que tu vas couvrir des situations, des gens. C'est pas du journalisme pratique, parce qu'il y a ça aussi, des textes pratiques. Bon, moi, j'ai fait un texte sur comment cuisiner écolo, là, on s'entend que c'est différent. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a l'actualité, il y a Québec Science, il y a, il y a sélection du Reader's Digest, il y a les journaux, et c'est très, très, très mince. Donc, on fait le tour très, très vite. Je pense qu'on a beaucoup de questions de nos internautes. Oui, un commentaire suivi d'une question. Je ne vois pas comment travailler moins, même en étant payé moins. Quelle est la recette pour investir moins d'une heure pour faire un feuillet? Quelle est la recette? Comment travailler moins pour être payé moins? Oui. OK. C'est un commentaire. Un exemple, l'article du séjour dont je vous parlais tantôt. Là. Le gars, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une entrevue avec une vedette du petit écran. Il l'a enregistré sur son ordinateur, sur son téléphone. OK? L'entrevue a duré 15 minutes et ça a pris un autre 15 minutes pour la retranscrire. C'est ce qu'on appelle un article de 50 feuillettes fait vite. C'est ça. Il y a énormément d'articles que c'est ça, des questions-réponses. Ça, vous imaginiez, quand il y a une question-réponse, c'est un journaliste qui était chez eux, qui a parlé au téléphone avec quelqu'un, et il enregistre ça, et il écoute ça, puis il le transcrit. Il y a d'autres articles où est-ce qu'on va chercher il y a beaucoup plus de recherche de fond, et puis bon, c'est très clair. Moi, je le vois très clairement, les articles qui n'ont pas pris de temps à faire, d'autres qui ont pris beaucoup de temps à faire. Si on veut proposer une chronique à un journal local, quelle est la meilleure façon de procéder? D'abord, proposer une chronique, c'est assez difficile. Parce qu'une chronique, ça implique que tu vas revenir à toutes les semaines. Si tu trouves plate la première semaine, on rentre rarement en tant que chroniqueur, à moins d'être déjà connu, à moins d'être déjà un porte-parole de quelque chose ou d'être une petite vedette ou d'avoir une pertinence sur un sujet X, Y, Z. Mais un simple journaliste qui décide de rentrer comme chroniqueur, c'est assez difficile. Il faut faire ses preuves, il faut écrire des articles un à la fois et éventuellement, il y a peut-être des ouvertures pour être chroniqueur. C'est arrivé comme ça au voir pour moi et c'est arrivé pour plein d'autres personnes qui ont fait ça aussi, qui commencent à la base, écrire des articles uniques et qui finissent par devenir chroniqueur quand il y a une ouverture, quand on te connaît. C'est une relation à long terme, la chronique, là. Oui, encore une autre question. Je pense que si j'ai bien compris, au-delà de la spécialisation, au-delà du fait d'être pigiste, généraliste, de toucher un petit peu, c'est ce qu'on développe de ce côté-là, c'est l'identité. C'est primordial, je pense, à développer. Là. Et je me demandais, au niveau du travail, quand vous avez des idées novateurs comme ça, est-ce que c'est bien reçu par le milieu? Est-ce que vous sentez que c'est un milieu où c'est très frileux? Devez-vous adapter, mettons, vos idées nouvelles, vos concepts que vous voulez faire développer ou proposer? C'est sûr que j'ai beaucoup d'idées d'articles. Moi, quand j'ai une idée d'article, la deuxième question, c'est à qui je peux vendre ça? C'est clair qu'il y en a beaucoup que je peux le vendre à Urbania, là. Mais à part de ça, on a des idées folles, mais c'est vrai que ça revient à la question quand je disais connaître l'industrie, c'est aussi connaître ce que les gens veulent. Quand je pense au magazine Affaires Plus, eux parlent aux jeunes entrepreneurs qui veulent lire des articles pour devenir de meilleurs jeunes entrepreneurs. Donc, il faut que je leur parle de sujets qui vont les aider dans leur vie. J'ai fait un dossier il n'y a pas longtemps, c'était sur les idées les entrepreneurs qui avaient des créneaux d'avenir. Par exemple, il y en avait un qui faisait, j'avais interviewé une madame qui faisait du fast-food santé. Bon, OK, le fast-food santé, on sait que c'est un créneau d'avenir. J'ai une petite boutique qui fait ça, elle faisait des patates au four, un peu santé, pas très cher. Donc, j'ai fait une série de portraits de gens comme ça qui avaient des créneaux d'avenir. Ça aide les jeunes entrepreneurs. C'est vraiment comme ça qu'on trouve nos idées. Mes idées farfelues, je les garde pour mes romans. Oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle, mais je pense qu'il y a encore 3 questions de nos internautes. On pourra peut-être conclure avec ces 3 questions-là. Oui, beaucoup de trafic. Quel genre de formation est relié au journalisme?
Adam étudie en communication actuellement et ça l'intéresserait beaucoup d'en savoir davantage là-dessus. Il y a une formation collégiale à la base là, qui est le. Hein, tu es allé là aussi, Denis. Arts et technologies des médias à Jonquière, qui offre une spécialisation en presse écrite. Moi, j'ai beaucoup de mes collègues qui ont fait ça. Moi, j'ai fait ça, mais j'étais en publicité. C'est une autre affaire. C'est une longue histoire. Il y a un bac en journalisme ici à l'UQAM que j'ai fait à moitié. Il y a d'autres formations en journalisme, mais ça, il y en a plein. Là. Il y en a un peu partout. Il y en a à l'Université Laval, il y en a à l'Université de Montréal. C'est souvent des bacs, des attestations, des decks. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Là. Mais je vous dirais que si on veut se décrocher un emploi à la presse ou à Radio-Canada, ça prend un bac. Et souvent, ça prend une maîtrise dans quelque chose d'autre. Est-ce que c'est rentable de devenir journaliste conférencier? Journaliste conférencier, j'en connais pas. Moi, j'ai fait une conférence. Ici, c'est quoi, 400 $? C'est ça que ça te donne. Moi, je sais pas. C'est sûr que... non, c'est vrai, j'en connais qui font du journalisme conférencier. J'ai une collègue qui fait des conférences sur l'environnement, oui. Et je pense effectivement que pour elle, c'est assez bien parce qu'une conférence qui est le fun, c'est un peu comme un livre, tu fais toujours la même, puis tu es payé à chaque fois. C'est sûr qu'un article, tu ne peux pas vendre ton article 14 fois au même magazine. Un bon moment donné, ils ne te l'achèteront plus. Mais une conférence, tu te promènes et tu refais toujours la même conférence. Donc, c'est du travail qui est rentabilisé. Cela dit, il faut que tu sois spécialisé et pertinent dans un domaine. Pour faire ça, qu'on ait le goût de t'inviter. J'en connais une qui faisait aussi sur la créativité, qui était journaliste dans la vie, puis qui fait des conférences sur la créativité. Et non, c'est assez rentable, oui. J'en connais pas plus là-dessus. Autre type de formation dont on fait état dans la web diffusion, des formations de l'FPJQ. Oui, c'est vrai. Mais en fait, ça, c'est de la formation continue. Quand tu es déjà journaliste, il y a toutes sortes d'ateliers. Il y a aussi des ateliers avec l'AGIC, l'Association des journalistes indépendants, de temps en temps, qui font. Oui, c'est bien. Moi, j'en avais suivi une sur l'écriture d'un papier magazine. C'est bien intéressant. Dernière. Quel a été ton plus gros défi journalistique? Moi, je considère que c'est mon livre sur le parc Belmont, parce que c'est pas un roman, c'est une enquête que j'ai faite, qui s'est étalée sur 2 ans. Donc, ça a été toute une aventure à faire. Et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Donc, c'est sûr que quand j'écris, ça ne se compare pas du tout à un texte de 3 feuillets. Là. On parle ici d'un livre de 200 quelques pages, donc avec beaucoup, beaucoup de recherches et surtout une histoire qui n'avait jamais été racontée par personne. Donc, c'est un scoop, une page après l'autre. Finalement, une question qui te fera certainement sourire. Est-ce difficile de gérer son budget et ses dépenses? Les dépenses, quand tu es journaliste, il n'y en a pas beaucoup. Hein? Tu as un ordinateur, une connexion Internet, téléphone. C'est pas si pire que ça. Mais moi, j'ai commencé à bien vivre de la pige il y a, je dirais, 5 ans. Où je peux dire que je ne gratte pas mes scènes. Ça va bien. Je ne fais pas un salaire de 200 000 par année, là, on s'entend, mais je fais un bon salaire. Je fais un salaire qui se compare à des journalistes qui pourraient être travaillés dans comme Le Devoir, mettons. Pas le Journal de Montréal, parce qu'eux autres étaient payés très cher, mais ils ne sont plus là non plus en ce moment. C'est une raison. Mais ouais, je pourrais être payé comme un journaliste du Devoir, à peu près. On va prendre une dernière question dans la salle pour conclure. Vous avez parlé de 200 mots, 250 mots un feuillet, ça se vend à 10 feuillets, 50 feuillets, etc. 50 feuillets, ça va être rough. Là. Ça se fait pas? Ben, quand tu as 5 feuillets, tu es content. Ah, d'accord. Mais l'idée, est-ce que c'est ordinaire, là, dans le sens... Est-ce que ça s'arrête ou il faut le faire plus? Ah ben, un feuillet, c'est la longueur du texte. Hein? Donc, un texte de 3 feuillets, ça va être c'est sûr qu'on... Tout dépend du magazine, là. C'est clair que la base, c'est pas conclusion, machin, là. C'est plus le lead au début avec le contenu, qui, quoi, pourquoi. Là. Mais là, on rentre dans un cours de journaliste un peu précis. Là. Mais le feuillet en tant que tel, là, c'est pas à chaque feuillet, il y a une conclusion puis machin. Là. C'est la longueur du texte au complet. Avec les 5 W exactement. Mais on ne travaille plus vraiment avec ça, le magazine. Là. C'est plus, on parle plutôt, souvent les textes commencent par ce qu'on appelle une accroche.
Donc, une espèce de petite phrase le fun, une petite anecdote qui est racontée, qui va te mener à ton sujet. Ensuite, on appelle ça le justificatif. Plus loin, dans ton deuxième paragraphe, tu vas avoir pourquoi je lirais ce texte-là. Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte-là? Et ensuite, on appelle ça le déroulement qu'on appelle la technique du sapin de Noël. Donc, on a un sapin Noël avec un tronc, puis là, tu greffes des bouts. Si ça ne rentre pas dans le tronc, tu enlèves la branche. Donc, tu déroules ton texte comme ça avec les différents éléments de tes articles. Mais tu sais, c'est sûr que ce qu'on apprend à l'école, c'est une façon, mais quand tu es journaliste et que tu commences à travailler puis à écrire là-dedans, tu développes toutes sortes de techniques. Puis, c'est comme Picasso, tu sais, avant de faire du Picasso, il a fait du dessin, réaliste et figuratif, etc. C'est la même chose. À un bon moment donné, on met la technique, là. Oui? Ben non, je pense que ça va être notre tout? conclusion. Bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vais te laisser. Je vais ramasser mes feuilles. Tiens. Oui. Vas-y, tu as encore à parler. Merci beaucoup, un éclairage bien intéressant sur ce métier-là. Je vous garde 30 secondes juste pour vous rappeler, dans la salle puis en ligne, vous avez le petit questionnaire si vous voulez le remplir, le déposer sur la table à la sortie. Laissez-y votre adresse de courriel si vous souhaitez être tenu au courant de nos activités. Aussi. Excuse-moi, s'il y en a, là, j'ai des romans et des livres à faire tirer s'ils veulent. Faire tirer? Oui, j'en avais apporté quelques-uns. D'habitude, on faisait un tirage, puis on ne l'a pas prévu. Non, c'est pas grave. L'année dernière. J'en ai apporté. Ouais, ben, peut-être qu'on peut organiser quelque chose en sortant sur la table. Ben oui. Pas de problème. Le site de la toile, toile.coop, Twitter, LinkedIn, Facebook, on est là-dessus aussi. Et je vous donne rendez-vous le 29 septembre avec Christiane Bourgonnet qui nous parlera de son expertise dans la stratégie des marques. D'ici là, je vous souhaite un bel été et merci d'être avec nous pour la toile des communicateurs ici. Merci beaucoup, bonsoir.